Quand on pense à Georges Pompidou, on pense à Pompidou. Moi, je vais m'intéresser à Georges, le petit Georges. Il est courant d'évoquer le petit-fils de paysan du Cantal. Il est moins courant de découvrir l'Albigeois. Pas de 1911 à 1928, de 1912 à 1928. Parce qu'il est pris en nourrice pendant 1 an à Montboudif, dans le Cantal. Et il arrive au début de l'année 1912. Soit 17 années de sa vie sur 62. Ici même. Lui-même s'est étonné de s'entendre dire, à cause de son village natal, qu'il était auvergnat. Donc, revenons au fait, aux années albigeoises et à l'albigeois, son premier biographe, voilà, je suis un peu technophobe, veuillez m'excuser. Son premier biographe, Méry Bromberger, insiste sur l'albigeois. C'est un livre de 1965, lorsqu'il est Premier ministre, dans les 30 premières pages. Et ce livre posthume, pour rétablir une vérité, insiste sur ces années albigeoises dans les 20 premières pages qui sont peut-être les plus travaillées, parce que c'est sa jeunesse. Et c'était le début de ce qu'il appelait les mémoires, avec un titre qui n'est pas de lui, qui est de la famille, qui est de Claude Pompidou. 1982. Georges Jean Raymond Pompidou est né effectivement à Montboudif, canton de Comtat, le 5 juillet 1911 à 7h30, dans la maison maternelle de ce village qui a une seule rue. Ses parents sont très importants pour Albi, dans la mesure où ils ont fait toutes leurs études dans le Cantal, l'école normale à Aurillac, leur premier poste à Murat, stagiaire, puis ils ont un poste de professeur ou d'institutrice déléguée à l'école primaire supérieure de jeunes filles pour sa mère et de jeunes garçons pour son père, Léon et Marie-Louise Pompidou. Ils ont un double poste, fin 1911, ici, à Albi. Et c'est rare, un double poste. Et c'est important, parce qu'on les attend. Mon père et ma mère appartenaient profondément à la race française, dur au travail, économe, croyant au mérite, aux vertus de l'esprit, aux qualités de cœur. Je n'ai pas eu une enfance gâtée. Alors, quelle est cette enfance non gâtée? Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils aiment les livres. Alors, où habitent-ils? D'abord, la première année 1911-1912, 57 rue de la Croix-Verte. 1 an. Qu'est-ce qu'Albi en 1911? Je vais résumer, c'est Jean Jaurès. Autrement dit, Léon Pompidou, qui était vaguement socialisant en sortant de l'école normale, avec ce premier poste, va découvrir la SFIO, la section de la SFIO à Albi, avec des vieux militants, Passebosque, Cambefort et surtout Fieux. Fieux, alors, Louis Fieux, d'accord, de Carmaux. De plus, et là on ne sait pas exactement la date, Léon Pompidou en 1914, début de l'année 1914, rencontre Jean Jaurès au café Pontier. Et il se promène au Vigan. Cela devient, dans l'Aurore en 1965, il est le secrétaire de Jean Jaurès. Typique.
du passage d'un fait à un grossissement avec une part légendaire dans les années 60 lorsqu'il est Premier ministre et lorsqu'il pourrait être successeur du général de Gaulle. Léon Pompidou lui-même, d'ailleurs, affirme que c'est faux, mais c'est une personnalité très discrète. Qu'est-ce que l'on sait sur Léon Pompidou? Il fait une guerre impressionnante, la Grande Guerre. Il est soldat, blessure en août 1914 près de Mulhouse, puis bataille de la Somme, après une petite convalescence, et enfin les Balkans. Et les Balkans, ce n'est pas rien, puisqu'il fait tout à la fois Constantinople, Salonique, et il arrive jusqu'à Bucarest en novembre 1918. Donc toute la campagne des Balkans. Il est quelque peu blessé, 10%, enfin, les blessures, vous savez, c'était un pourcentage, blessé de guerre de 10%. D'ailleurs, il a des béquilles, on le voit sur certaines photographies. Son frère, puiné, Augustin, 10 ans de moins, meurt à la bataille de la Somme en 1916. Et son frère, le cadet, Frédéric, lui, plutôt dans l'aviation à la fin des années de guerre. C'est une personnalité attachante. Et on dit à Albic qu'il est sympathique. Professeur de lettres et d'espagnol. Mais il fait des heures supplémentaires. Très important. Parce qu'il est à la fois à l'école primaire supérieure des jeunes, lycée Rascol aujourd'hui, mais également à l'école normale de jeunes filles, où il donne des cours d'espagnol et de lettres. Il fait 6 heures supplémentaires. C'est un bourreau de travail, autodidacte. Il veut obtenir l'agrégation d'espagnol. Il fait des allers-retours les mercredis pour aller écouter des cours d'un nommé Bassegnol à Toulouse. Mais à la Grande Guerre, il recommence après-guerre. Il n'y arrive pas 2 fois après-guerre, il se présente. Il a 70 points, alors il en fallait 67. C'est un échec qui semble important dans sa vie. Et il va vouloir, tout au long de sa vie, essayer de le surmonter. Via son fils. Et le succès de son fils aussi. Et en effet, son fils, eh bien, il le fait travailler. Avec sa mère. Ils sont au 30 rue Salvan de Saliès jusqu'en 1921. Il se trouve que les gifles peuvent pleuvoir dans cette famille contre le petit Georges. Et on va le comprendre au fur et à mesure pourquoi. Alors, son socialisme, qui était important avant 1914, suit la vie politique albigeoise avec le docteur Camboulives. Camboulives, pardon, veuillez m'excuser. La seule chose que je ne devais pas dire comme bêtise. Ah, je l'ai dite. Camboulives. C'est important parce que c'est un socialisme modéré, en tout cas qui essaye de contourner les forces radicales socialistes, voire de s'allier avec la droite et le Parti socialiste. Et arrive à la mairie. Et puis il y a un député qui est très important, un homme politique d'ampleur, qui hélas n'a pas encore de biographe, qui est Joseph Paul Boncourt, député de 1924 à 1932. Or, Léon Pompidou fait sa campagne au moment des cartels des gauches. C'est un homme politique d'ampleur, il a une grande carrière politique, mais c'est un homme qui veut l'unité des gauches
même s'il est de la SFIO. En fait, il est républicain socialiste. Prouve que si on ajoute républicain socialiste, on est moins socialiste. Voilà. On est entre nous, hein, on se comprend. Son fils est marqué par ce père politiquement. On a beaucoup insisté sur le fait qu'il suivrait son père, surtout dans la Cagne, la première Cagne. Il n'y a pas d'Hippocagne, hein. Il n'y a que des Cagnes. À Pierre de Fermat, ou ces 2 Cagnes à Louis le Grand. On s'aperçoit qu'il fait qu'un seul article dans une revue, la LORS, une revue l'Université républicaine, mais quand on lit les lettres personnelles de Léon Pompidou, il dit à la fin de l'année 1930, après avoir parlé d'ailleurs de Joseph Wallot, « La politique, je m'en fous !» Son père est 21e et 22e sur la liste municipale. Et avec M. Angèle Sens, je ne sais pas s'il est parmi nous, nous avons pu découvrir qu'il intervient que 3 fois dans le conseil municipal sur 7 ans. Alors, je parle sous l'autorité de M. le maire, il y a peut-être des gens qui parlent que 3 fois en 7 ans. Mais en revanche, il est très proche du maire dans une discrétion, dans les campagnes. Et surtout, alors ça c'est toute une autre époque, il obtient son soutien de sénateur-maire auprès du ministre de l'Éducation nationale en 1936 pour avoir un poste parisien. Léon Pompidou, depuis même 1920, veut un poste parisien. Et il l'obtient à l'été 1936 pour suivre son fils, qui est maintenant parisien, enfin non, parce qu'il redescend sur Marseille, je reviendrai, mais il se trouve qu'il veut surtout suivre sa fille, Madeleine, qui commence ses études supérieures à Paris, et qui est née à Albi le 10 novembre 1920, et qui, avec son père, qui a un poste d'EPS, enseignement primaire supérieur à Fénelon, rentre à Lavoisier, rentre à Fénelon. Enfin, j'en arrive à toujours le père, Léon Pompidou. La guerre de Léon Pompidou. Je parle toujours du père. Hein. La guerre de Léon Pompidou, on sait peu de choses. On sait qu'il fait l'exode, il va jusqu'à Montboudif et son village natal, Saint-Julien de Toursac. Il remonte dans la zone nord, d'ailleurs avec son fils. Mais par contre, il y a un souci avec le frère, Frédéric. Ils ne s'entendent pas politiquement. Et pour cause, le frère Frédéric rentre dans la collaboration ultra. Il est légionnaire volontaire contre le bolchevisme. Il va sur le front de l'Est. Il est bouquiniste. Il met son service de sa librairie au service du Rassemblement national populaire. Il semble qu'il dénonce, en tous les cas, à la Libération, 15 ans de travaux forcés et perte de sa citoyenneté. C'est un frère qui a 2 enfants et qui mourra en 1982. Voilà. Sa mère est institutrice et rencontre donc son mari à Murat, pas à l'école normale d'Aurillac, mais à Murat. Sa mère semble avoir aidé une institutrice tuberculeuse et attrape la tuberculose dès 1912-13. Mais cette maladie empire et dans les années 1920, on le voit, on le constate à travers les archives départementales, elle est de plus en plus malade
de prendre de plus en plus de congés, 1926-1927, et prend une pré-retraite en 1928. Elle meurt en 1945, dans la famille de Claude Pompidou. Son père est docteur à Château-Gontier. Cette mère est très discrète, très grave. C'est un refuge pour le petit Georges par rapport à l'autorité de Léon Pompidou. Il a eu cette phrase: « Je crois qu'on aime son pays natal comme on aime sa mère, cela ne se raisonne pas. » Je crois qu'on peut la prendre à l'envers. Sa mère est catholique. Et d'ailleurs, l'Artense est une région catholique, à la différence de Saint-Julien de Toursac, qui est la Châtaigneraie, et qui est plutôt une région plus déchristianisée. Pardon, je répète, sa mère est de l'Artense, qui est une région catholique du nord du Cantal. Son père est plutôt de la Châtaigneraie, qui touche le Lot, qui est plutôt plus déchristianisé. Le père Léon n'est pas libre penseur. Il accepte tout de suite d'ailleurs, une semaine après la naissance, le baptême de Georges Pompidou. Georges Pompidou fait sa communion en 1922 au lycée avec l'abbé Cabane. On a une photographie. On constate qu'il n'y a aucun sectarisme, en tous les cas, par rapport au laïcisme qu'il pourrait y avoir. Madeleine Pompidou, la sœur de Georges, a résumé, je trouve, remarquablement, me semble-t-il, l'influence des parents. Mon frère a hérité des dons intellectuels de son père et du caractère grave de la fermeté de sa mère. À partir de 1928, je pense, 1931, veuillez m'excuser, à partir de 1921, 1911, 1921, ils sont 30 rue Salvan de Saliès. Mais lorsqu'il y a un deuxième enfant, Madeleine, en 1920, ils vont au 6 rue des Chalets. Je dis bien 6. Voilà. Et Georges Pompidou sera au 6 jusqu'à la fin de sa scolarité en 1927. Ils vont au 8 qu'à partir de 1932. 33. La famille est élargie. Il y a le père de Léon, Jean, qu'on dit Jeantou, qui est un métayer. Alors, je rappelle ce que c'est qu'un métayer ou un brassier. Ça a 2000 francs or d'héritage. Et il y a aussi la grand-mère, Eugénie Chavagnac. Alors, eux, c'est des maquignons, cafetiers, en face de la maison à Montboudif, c'est 200 000 francs or. J'en arrive au jeune Georges Pompidou, à ses études. Alors, c'est de l'ordre du mythe. Eh bien, derrière le mythe, on va mettre des faits. Et puis j'aime bien les mythes. Autre mythe. Alors justement, le mythe, c'est il apprend à lire, il sait lire et écrire à 2 ans. Bon. Alors, vous savez que là, quand on est en Cagne, on dit toujours qu'il y en a 2, c'est Georges Pompidou et Jean-Paul Sartre. Voilà. Bon. Ils sont dans un monde de livres, en tous les cas. Hein, les syllabaires, etc. Ça n'arrête pas. On leur montre des sons. 2-3 ans, c'est peut-être imaginable. Alors, je rappelle que Jean-Paul Sartre a dit la pire ânerie sur Georges Pompidou. Pas d'après moi. Hein. Je respecte trop Jean-Paul Sartre. Mais d'après le meilleur ami, un des meilleurs amis de Georges Pompidou. Jean-Paul Sartre a dit de Georges Pompidou, c'est un mélange de Petit Chose et de Rastignac. Pierre Puget, normalien aussi, a dit
c'est une ânerie. Et un contresens. Car il n'est pas petit chose. Il est quand même fils de professeur et d'institutrice. Et Rastignac, c'est pas tout à fait la vie de Georges Pompidou. Ce n'est pas un ambitieux, un carriériste. Loin de là. Alors, on arrive à la fameuse phrase qui est dans ce livre, qui est extraordinaire. Monsieur le maire, je vous propose de le faire apprendre à tous les élèves de 2-3 ans pour qu'ils savent. Et je vais vous la lire, parce qu'elle me semble à apprendre par cœur. Et à mon âge, on n'y arrive plus. J'ai fait toutes mes études à Albi. À 5 ans, j'ai pris le chemin d'une école primaire proche de la maison. C'est rue de Bitche, où habitaient mes parents. Puis, à l'âge de 8 ans, on me mit au lycée, en classe de 8e. Il paraît que j'avais la réputation d'un bon élève. Ce que je puis dire, c'est qu'en 8e, au lycée d'Albi, j'eus un maître exceptionnel, Monsieur Delga. À 9 ans, sortant de sa classe, je possédais tout ce que constitue l'acquis fondamental, orthographe et grammaire, me permettant d'écrire et de parler en français, notions de base d'arithmétique, calcul mental, histoire et géographie de la France. Plus tard viendra le reste qui s'agglutinera autour et en fonction de ce noyau dur, logique du raisonnement, connaissance de notre langue, amour de la patrie. Ça, c'est le meilleur style pompidolien. Tout est calibré, tout est clair, tout est net. Alors, qui est ce Jean Delga? Et là, je remercie encore le service des archives départementales parce qu'on a fait quand même, on a avancé. On a avancé quelque peu sur ce Jean Delga parce que les inspecteurs ne le trouvent pas un maître exceptionnel. Qui est-il? Alors c'est Jean Delga ou Jean-François Delga. En vérité, il reste 2 ans au lycée d'Albi. Il est professeur. Alors, quand on dit professeur, en vérité, il a le titre d'instituteur, mais quand vous rentrez au petit lycée, vous êtes professeur. Il est né à Paris en novembre 1880. Il a fait une importante grande guerre. 2e personnage autour de Georges Pompidou qui a fait la Grande Guerre. Prisonnier de guerre, il habite 11 place Saint-Eugène. C'est Pelloutier, putain. Il se marie avec une albigeoise, je pense, institutrice, Marie Galtier. Puis tous deux finissent leur carrière à Nice. Alors j'ai cherché à Nice. Ils sont au lycée Masséna, à Nice, par la suite. Mais les inspections se passent moyennement. Voilà. Il n'a pas d'ailleurs les palmes académiques, etc. Bref. Mais en revanche, pour Georges Pompidou, c'est le Louis Germain d'Albert Camus, c'est Jean Delga. Et je trouve ça superbe, cet extrait, en l'honneur de son instituteur. J'en arrive à ces années d'études, de la 8e à la philosophie, c'est-à-dire la terminale. 1919-1928. Alors, d'abord, ce ne sont pas les fils du peuple qui arrivent au lycée de garçons d'Albi. C'est plutôt ce qu'on appelle avec Gambetta les couches nouvelles. C'est les fils d'une certaine bourgeoisie d'échelle départementale. Commerçant, professeur, directeur d'entreprise, architecte. Alors, le camarade qui l'a suivi de bout en bout, peut-être lui qu'il faudrait. Hélas, ils sont plus de ce monde, je pense. C'est un nommé Pierre Blanc, fils d'un commis des PTT, qui est camarade de la 8e à la terminale. Quand même impressionnant. Mais on a aussi le fils d'un négociant
Maurice Montel. Alors là, je vais vous dire des noms que vous devez connaître, hein, parce que toute une génération a suivi Georges Pompidou. Paul Variel, fils d'un instituteur de Saint-Juéry. Georges Vogt, fils d'architecte de Mazamet. Et puis, il y a les meilleurs élèves. Les meilleurs élèves sont chaque fois en 6e A, 5e A, 4e A. Bon, j'arrête. Compris. Et à partir de la 4e, ils font latin-grec. Mais ils sont plus que 3. Fieux, Jean-Louis Fieux, Georges Pompidou, et un nommé Mathieu, qui ensuite ça sera un nommé Pujol. J'y reviendrai. Alors, qui est Jean-Louis Fieux? Mon papa. Eh bien, je suis très honoré, madame. Je suis très honoré. La conférence est terminée. Il naît le 27 mai 1910 à Carmaux et décède à Albi le 5 avril 1978. Au lycée d'Albi, il est dans toutes les classes de la 4e à la philosophie. Il a sauté une classe, la classe de 5e, ce qui fait qu'il a 1 an d'avance par rapport à Georges Pompidou. Une rivalité naît. Il se frappe, dit-on, dans la cour du lycée de garçons. Et surtout, lors des remises de prix, il y a 2 clans dans le lycée de garçons. Les pro-Fieux et les pro-Georges Pompidou. Ce sont les 2 forts en thème. Et j'y reviendrai. Georges Pompidou n'a pas beaucoup d'amis au sens, il n'est pas avec une bande d'amis. Il a un ami qui est très important. C'est le nommé Robert Pujol, qu'on a découvert grâce à Alain Pompidou, grâce à la correspondance exceptionnelle Pujol-Pompidou, plus de 100 lettres de 1928 à 1972. Et des lettres fleuves actives de Georges Pompidou. On n'a pas les réponses de Robert Pujol. Qui est Robert Pujol? Il est né en Bretagne, à Vanves, en 1910. Son père est mort à la Grande Guerre. Et ce Robert est admiratif de Georges. Il est intelligent, Robert, mais discret et très sérieux. Ce qui plaît beaucoup à Léon Pompidou. Parce qu'il dit, ce Robert Pujol va calmer mon fils. Ils ont le goût de la photographie de la cathédrale d'Albi. C'est une passion. Et ils ont leurs premières émotions esthétiques. Pour pas dire, je vais y revenir, féminines. Et surtout, ils découvrent une passion, qui est quand même importante, dans la vie de Georges Pompidou, la poésie, ensemble. Et ils se lisent des poèmes, l'un et l'autre. Tous 2 font du vélo, et pas petitement, hein, ils vont jusqu'à Cordes, il faut quand même... Ça va. Voire jusque dans les églises romanes, on dit jusqu'à Moissac. Bon. Alors maintenant, j'en arrive, eh bien, est-il excellent? Il faut toujours démontrer. Et là, je reprends votre travail, Madame Barthes. Je n'ai aucun mérite. En tous les cas, sa vie est organisée pour l'étude, je peux vous l'assurer. Et d'ailleurs, c'est Robert Pujol en témoigne. En 8e et en 7e, il est premier 5 trimestres sur 6. En 6e, il est souvent premier en français en récitation, mais faiblesse.
18e en dessin, voire 28e sur 29. Et 31e en gymnastique. En 4e, au premier trimestre, sont félicités Jean-Louis Fieux, Jean Cluzel, Raoul Lacroix, Georges Vogt et Georges Pompidou. Et sur l'année, il est le premier sans contestation dans quelques matières, la version, on est en 4e, en version latine, en grec, nouvelle matière où il excelle. Mais également en récitation, en histoire-géographie. En 3e, il n'est pas félicité, à la différence de Fieux. Il est meilleur en version latin qu'en thème. Toujours premier en histoire, mais quelques faiblesses en français en 4e. 6e place. C'était en 3e, hein, veuillez m'excuser. Seconde. Il a les mêmes... alors là, il a le prix d'excellence. Voilà. Le 19 juin 1926. Et je me demande si c'est pas là où il y a eu les deux clans. Voilà. Il est premier en mathématiques, premier en version et en thème grec, et en première, il a les mêmes bons résultats qu'en seconde. Voilà. Il n'est pas félicité au premier trimestre, mais il est le seul élève à être présenté à toutes les matières littéraires au concours général. Voilà. Et il obtient le premier prix de grec au concours général. Alors là, c'est le fleuron. Hein, je rappelle, le préfet vient. Voilà, enfin, c'est pas rien. En classe de philosophie, il n'obtient pas les félicitations, à la différence de Jean-Louis Fieux, Raoul Lacroix, Georges Mézot et des filles. Alors là, attention. La conférence va être plus délicate. Mesdemoiselles, en l'occurrence, Martin et Villeneuve, Jeannette, qui est la fille d'un professeur du lycée. Au baccalauréat, alors surprise, il n'a pas de mention. Avec Jean-Louis Fieux aussi. Qui a une mention assez bien, et il n'y en a pas beaucoup, hein, je crois qu'il y en a 3, c'est Robert Pujol. Bref, on l'a compris, Pompidou est un excellent élève, mais il y a de l'irrégularité dans son travail. Voilà. Alors, son père est encore plus sévère. Voilà ce que dit son père en 1965, et c'est impressionnant, parce que je l'entends encore, hein. Tonné au 6 rue des Chalets. C'est tout le contraire d'un fort en thème. Même s'il est le premier en version et en thème, il n'a aucun mérite à être le premier. Il digère un livre comme un verre d'eau. Ce n'est pas une mémoire qu'il a, c'est une éponge. Une leçon qu'il n'a pas apprise, il suffit qu'il l'entende réciter une fois par un camarade qui la répète, mais s'il est interrogé le premier, il ne la sait pas. Ce n'est pas comme cela qu'il faut travailler pour arriver. D'autre part, il y a des escapades, et il est potache. Il met, au Café Pontier, on apprend qu'il met, surtout quand son professeur d'allemand, alors les professeurs d'allemand, ils les aiment pas, hein, ça continue à Louis le Grand, hein, mais bon, bref, il met de la colle sous la chaise. Bref. Alors, j'en arrive au professeur. D'abord, Madame Renaud, professeur de dessin, trouve qu'il a des dispositions en dessin. C'est une institutrice. Bon. Surtout,
j'en arrive à son professeur de seconde en lettres, qui est Robert Mercadier. Alors Robert Mercadier est né à Toulouse en 1895, c'est un jeune professeur, mais il a déjà une carrière derrière lui. Il est passé par Grenoble, Saint-Omer, il est de Toulouse donc, et il arrive au lycée d'Albi au deuxième trimestre de la seconde de Georges Pompidou. Le premier trimestre, ça avait été une catastrophe. Ils avaient eu un professeur lyrique, et d'où du chahut dans la classe. Et un chahut d'élèves de seconde au lycée de garçons, ce n'est pas rien. Et Mercadier va leur faire découvrir la poésie. Ce que dit la musique de Racine et surtout les magies de Baudelaire. Chez lui-même. Alors d'abord, au lycée, sauf que le lycée brûle au début de l'année, alors ça va être 1927, je crois, enfin, il faut vérifier. Ce qui fait qu'ils font les cours dans la sacristie. Ils sont 3, hein. Et ils font le tiers du programme très rapidement. Ils font 3 fois plus vite que le programme. Donc, le programme en un trimestre, quoi, en quelque sorte. Avec des auteurs hors programme, Théocrite. Ouais. Ils vont aux 49 rues serrées de Rivière pour évoquer Gérard de Nerval, les symbolistes et les Parnasses. Bref, là, l'ambiance de l'homme ou du jeune homme qui sait 10 000 vers, dit-on, est en puissance. Alors, il est jugé comme un très bon professeur, ce Robert Mercadier. Et là, j'ai repris l'appréciation du professeur Marquet, en 1927, jeune professeur qui aime beaucoup sa classe, ses élèves, et qui réussit bien, prépare ses élèves de très près. Il fait preuve d'un savoir solide et d'une méthode sûre, donne un enseignement intéressant et vivant, ses élèves l'apprécient beaucoup et tire grand profit de ses leçons, consacre tous ses loisirs à préparer l'agrégation de lettres et je lui souhaite de réussir. Il prépare 7 fois l'agrégation de lettres. Et il l'a 1932. Et alors c'est intéressant parce qu'il a passé l'agrégation de grammaire et l'année après, il passe l'agrégation de lettres. Et il l'a. Et il est nommé, là, cette fois-ci, au lycée. Il finira sa carrière au lycée Pierre de Farmat en classe préparatoire à partir de 1949 jusqu'en 1959. Et il a donné son témoignage. Et c'est impressionnant ce témoignage parce que il dit Pompidou était un garçon séduisant et déconcertant, l'as de la classe la plus brillante que j'ai connue. Taille élancée, allure flegmatique, abondante cheveux noirs, et sous des forces hostiles, son regard attentif et malicieux. Pompidou, encore dans les nuages, qu'est-ce que j'ai dit? Il semblait sortir d'un rêve et il me répétait mot pour mot mes 4 ou 5 dernières phrases. Il était doué d'une grande facilité, mais il avait des condisciples de grande valeur. Son rival, le robuste Louis Fieux. Louis Fieux lui disputait chaque année les prix d'excellence, puis son ami, le doux et timide Robert Pujol. Mais Pompidou les surclassait. Il est qu'encore premier, cet animal, étais-je obligé de constater. J'ai toujours eu l'impression qu'il travaillait plus qu'il ne semblait, qu'il se cachait, même pour travailler. J'ai su qu'une fois, il avait même lâché une plaisante réunion de camarades pour préparer sa composition d'histoire. Il en savait le lendemain plus long que le cours, le manuel. Il avait donc consulté des ouvrages qu'il n'était pas forcé d'étudier.
Alors j'en arrive à un autre professeur, qui lui est un professeur pittoresque. Sa dernière année de carrière en 1943. C'est, je crois, le professeur le plus chahuté de France. Professeur de philosophie. Samuel Groslier. Alors retenez ce nom. Parce que il est né en 1884, mais il a commencé une carrière de pasteur de l'Église réformée évangélique de France. Sauf qu'en 1916, il passe l'agrégation de philosophie et il devient 3e sur 5 prix à l'agrégation de philosophie. Et il commence donc une carrière de professeur de philosophie. Sauf que la philosophie est de moins en moins son souci premier. Son souci premier, ce sont les animaux. Il devient passionné de la société, elle naît d'ailleurs à ce moment-là, la Société protectrice des animaux, la SPA. D'autre part, il est très, très inattentif. Il ne voit pas ses élèves. Donc évidemment, c'est 2 raisons pour que Pompidou fasse des bêtises. Première bêtise, évidemment, amener des cochons d'Inde en cours. Deuxième bêtise, il se trouve qu'il y avait un problème entre le caneton acheté le matin par le professeur et un mâle qu'il fallait trouver au caneton avant de le tuer. Donc Georges Pompidou et Robert Pujol vont chercher un mâle pour les Groslier. Il se trouve que le mâle et le caneton ne veulent pas avoir le dernier plaisir avant d'être mangés. Voilà ce que font les jeunes avec ce professeur Groslier. Évidemment, les idées de Platon passent un peu dans l'obscurité. À un moment, d'ailleurs, il fume en cours. Depuis 1 an, il fume. 15 ans. Et c'est le moment où Monsieur Groslier essaye d'expliquer le subconscient. Monsieur Pompidou, vous m'étonnez. Je suis victime de mon subconscient. J'étais distrait par l'intérêt du cours. Alors, il peut être méchant, hein, Georges Pompidou. Caustique, hein. Et ça sera évoqué lors de la rencontre, je vais y revenir, auprès de M. Fieux, président de l'association des anciens élèves du lycée. Puisqu'il raconte qu'à la fin, il y a un remords collectif face à ce professeur, et tous les élèves de la terminale A prennent leur adhésion à la SPA. Et Griolet, avec les larmes aux yeux, dit « ça fait tout pardonner ». Alors, quelle est la méthode de travail de Georges Pompidou? On a très peu de devoirs avant sa 17e, 18e. On a plutôt des devoirs de cagne. Il y en a 3 ou 4, surtout la cagne de Louis le Grand. Mais il est clair que, on le comprend, c'est une intelligence rapide, claire, synthétique, excellente mémoire, voire impressionnante. Et quand il se met à travailler, il est très efficace. Mais il faut que ça l'intéresse. Sinon, il laisse tomber. Et il le dit dans ses mémoires. Ouais. Quand ça n'intéresse pas, il laisse tomber. Voilà. Il a quelques distractions, enfin quelques sports. Tennis, mais il n'est pas très fort. Hein. Qui sera fort, c'est Claude Pompidou. Et lorsqu'il rencontrera Claude, d'ailleurs, ça sera un souci. Est-ce que je suis assez fort pour aimer Claude Cahour? Le rugby. Oui, mais Léon Pompidou lui dit de revenir à la mi-temps des matchs pour travailler. J'en arrive à un point important, les filles.
Et je dirais, dans la correspondance avec Robert Pujol, ça fait près de 60% des lettres. Elles n'ont pas été éditées en entier. Alors, si on voit la photographie de la classe de terminale, la terminale A, hein, d'ailleurs je me permets de vous la donner, je l'ai apportée dans le journal de la Dépêche. Vous allez la faire passer parce que je veux que vous ayez un morceau de la Dépêche. Hein, vous pouvez le faire passer ensuite, parce que c'est quand même important. Non. Ah non, c'est un cadeau. L'éducation naturelle, on passe. Voilà, c'est. Alors, c'est la photographie de terminale, vous allez la regarder, parce qu'elle est quand même impressionnante. La terminale A, parce qu'il y a 19 garçons et 8 filles. Mais c'est un scandale! Je rappelle que la mixité, c'est 1972. Voilà. Et la raison, je ne sais pas. Tout à fait. Les filles sont au premier rang. Je pense que c'est Monsieur Griolet, mais je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Voilà. Alors, en terminale, qui sont-ils? Alors je vous dis les noms, hein, parce que évidemment, je ne peux pas les repérer, hein, c'est très très difficile. Vous savez que ça, c'est le rêve. Paul Bernard, Pierre Blanc, Henri Chauchard, Jean Cluzel, Roger de Lestan. Alors Roger de Lestan est le 3e rang, c'est la 8e personne. À partir de la gauche. Exactement, il est là, de Lestan, avec une croix, une petite croix, qu'a mis le préfet. Entendu? Vous avez Jean-Louis Fieux, 2e rang, 3e. Madame, vous me confirmez? Je confirme. Ah, d'accord, merci beaucoup. Sur les photos, on va pas être toujours le 3e à gauche, et Pompidou le 3e à droite. D'accord, voilà, exactement. Voilà. Et André Jean, Louis Joquevielle, Raoul Lacroix, si ça vous dit, ces noms-là, ça serait superbe hein, d'avancer. Hein. Arnold Laporte, André Mathieu, Gabriel Najac, Jean Perrière, Jean Pradier, Robert Pujol. Je sais pas. Avouez que je suis faible. Hein. Yves Soulages, Georges Valéry, Paul Vareille, Georges Vogt. 2e rang, 5e personne, milieu industriel à Mazamet. En 1970. C'est une photographie que l'on reprend dans la Dépêche du Midi lors de la venue du président de la République. Qui sont les jeunes filles? Alors là, ça devient intéressant. Pompidou, il est... Oui, c'est vrai que si j'aurais... Il est 3e à partir de la droite au 2e rang. Il y a une croix. Entendu? Ça va? Ça anime, hein? Voilà. Alors, j'en arrive donc à ces filles. Parce que là, c'est le moment délicat de la conférence. Marguerite Bureau, Simone Capeyran. Vous partez à droite ou à gauche? Ah, mais je ne sais pas. Voilà. Jeanne Queyrou, Simone Enjalran, Marcel Pradier, André Magnat, Madeleine Martin et Jeanne Villeneuve. Sans oublier 2 filles qui sont en mathématiques, qui ne sont pas en philosophie, qui ne sont donc pas dans cette classe, Marcel Dor et Yvonne Frézeux. Or,
Georges Pompidou commence à avoir beaucoup d'expériences amoureuses. C'est sa propre formule. Et en effet, c'est un beau ténébreux, et la suite le prouve ô combien, en cagne. Il est dandy, et il perd même beaucoup de temps avec elle. Il semble qu'il est ému, alors je peux mettre des noms, parce qu'avant on ne pouvait pas. Simone, vous m'écoutez trop là, je sais pas. Il n'y a pas de journaliste ici, hein, c'est bon. Simone Capéran, André Magnin, Jeanne Villeneuve et Jeanne Caïrou. 4 sur 8. Tout de même. Il s'éprend surtout de Jeanne Caïrou. Il l'appelle bébé. Alors parfois il l'appelle poule. Faisons attention. Hein. Et Jeanne Caïrou me pose un souci parce que il dit que c'est la Parisienne. Or, la Parisienne, il a un professeur en cagne qui s'appelle Caïrou. Et il continue avec bébé. 3 ans après. Et il semble lui avoir révélé le grand monde Yvonne du Galais, l'expérience amoureuse du héros. Et c'est là qu'il cite ses 10 000 vers. Hein. D'autre part, alors là, il se passe quelque chose de curieux au moment du baccalauréat. Je dis bien curieux parce que aujourd'hui, je ne sais pas si ça pourrait se passer. Lors de l'épreuve de philosophie, Pompidou est avec une de ses jeunes filles. Il fait 2 copies de philosophie. Et il mâche une première et il l'envoie d'un jet sur Sylvie Mouisset. Non sur sa camarade qui fait la copie que lui a proposée Georges Pompidou. Avec un surveillant qui est un professeur que Georges Pompidou connaît. En sachant qu'au même moment, il y a de la triche au lycée de garçons. Et M. Marquet est obligé de faire passer en conseil de discipline à un élève. Voilà. En tous les cas, la fille en question n'a pas eu le baccalauréat. Elle n'a pas le recopié. C'était trop haché. Voilà. En tous les cas, ses aventures féminines sont nombreuses. Il a aussi de fortes amitiés féminines. Et notamment avec des cadettes comme André Balsa, fille de l'instituteur de Rabastens, et son amie Suzanne Jacquenot. Je me permets de vous dire, vous ne le répétez pas, mais s'il n'a pas réussi la première ou la deuxième année sur 3, sa cagne, c'est à cause des filles. J'en arrive à ma dernière partie. Lorsque Georges Pompidou revient à Albi, ce qu'il appelle le pèlerinage du cœur et aussi de l'esprit. Alors d'abord, il revient comme Premier ministre grâce à qui? Grâce à Jean-Louis Vieux. Dans la correspondance que l'on retrouve, madame, aux archives nationales, on a 2 lettres, 3 impressionnantes. On n'a pas toute la correspondance, mais on a les lettres actives de votre père, qui écrit au Premier ministre en 1964, au début de l'année. Il y va y avoir le 100e anniversaire de Toulouse-Lautrec et l'inauguration du lycée technique Rascol. Je te préviens, je dis ça tutoie, le maire, monsieur Docteur Mathieu, et le préfet vont te demander une audience. Si tu pouvais penser à notre association.
Et en vérité, il le rencontre en 64, mais il n'y a pas de rencontre de l'association des anciens élèves. Il refait une lettre, Jean-Louis Fieux, en 67, où il lui propose de venir pour les 100 ans du lycée de garçons, créé en 1867 par le ministre Duruy. Et il semble que là, il ne puisse pas venir, le Premier ministre ne puisse pas venir. Et c'est finalement, en tant que président de la République, le 5 avril 1970, vous avez tout le programme, qu'il vient dans une rencontre. Alors, d'abord, une rencontre, il vient en hélicoptère, il vient au stade, et au Sporting Club Albigeois, il est président d'honneur. Et d'ailleurs, il fait ballon de rugby, des autographes sur les ballons de rugby. Puis, il se rend à l'hôtel de ville, où là, il rencontre le maire, Monsieur Mathieu. Puis, au Vigan, il a un bain de foule, impressionnant d'ailleurs. On a le film, sur un Lina. Et il se rend avec Jean-Louis Fieux au lycée. À midi 3 ou 4, bref. Là, se fait un discours qui est public, puis une rencontre qui est avec les photographies extraordinaires, avec Jean-Louis Fieux dans la cour, qui là aussi c'est public, avec les journalistes, et puis il y a le repas et le discours qui n'est pas public. C'est entre les anciens élèves. Or, j'ai pu retrouver toute la liste des 264 anciens élèves, mais parmi les 264, il y a 16 de ses 78 camarades. Et je peux les citer, parce que tout de même, c'est Jean Albouy, André Barthes, Roger Blanc, Maurice Catala, Roger de Lestan, Marcel Fabre, Jean-Louis Fieux, bien sûr, Marcel Guérard, Jean-Yves Hersens, André Lasserand, Jacques Liozu, fils de Charles Liozu, inconnu, Robert Martin, Jean Perrière, Henri Puylaurens, Georges Vergne. On ajoute Monsieur Pujol, je pense que c'est Robert Pujol, et un camarade qui m'intéresse, parce qu'il a 1 an de plus, mais il fait le même parcours, il va directement au lycée Louis-le-Grand. C'est Paul Leguevac. Impressionnant, parce qu'il est ce jour-là, dans cette grande réunion entre camarades. Alors on marque beaucoup de noms de famille de ces camarades. Il y a des frères et des sœurs de ces jeunes gens. Oui, c'est plutôt des jeunes gens d'ailleurs. Voilà. Alors, à la mairie, il avait dit que dans les années 20, la ville était un peu assoupie. Bon. Pompidou n'a jamais voulu apparaître provincial. Peut-être parce qu'il l'était quand on le voyait. Mais dans ses lettres, on montre qu'il a quand même une ambition et il ne veut pas finir professeur d'espagnol ou de lettres à Albi, à Condon ou à Moissac. Ça, je peux vous l'assurer. Ça, bon. Et il le dit. Puis surtout, chez Georges Pompidou, il y a une très grande timidité. Et le mot le plus vrai pour Pompidou, c'est la pudeur. De l'humour, indéniablement, la scène de Griolet, bien sûr. L'émotion est palpable. Avec Jean-Louis Fieux, dans cette cour, on le sent, on sent son sourire, des photographies extraordinaires. Un journaliste de la Dépêche du Midi, qui est aussi un ancien élève, René Moriès, qui est quand même important, s'entretient avec le président de la République. Et là, c'est important. On sent qu'il honore le souvenir des siens, et notamment son père. Car son père avait été redoutable dans son enfance. Il avait dit un persécuteur même. Mais la fin de la vie de Léon Pompidou
est une retrouvaille de premier plan, notamment l'autodidacte, notamment cet homme érudit s'il en est, qui fait un des principaux dictionnaires franco-espagnols. En 68, vous avez c'est le Pompidou, alors il y a deux autres, Maraval-Pompidou, Denis Maraval-Pompidou, c'est le grand dictionnaire espagnol-français, fait en 1968. Et c'est une revanche sur son agrégation ratée. Et je me permets de dire que chaque fois que des journalistes lui demandent une question de culture générale, il leur dit « vous devriez demander à mon papa ». Hein, il y a une redécouverte à la fin de sa vie de la beauté de son père, et notamment de la beauté de son père envers sa mère quand elle a été malade, et ensuite, évidemment, par rapport à son parcours. Et surtout, la fin de sa vie, c'est 1 an auparavant. Il a un infarctus et il suit, alors qu'il est il n'est plus Premier ministre. On est en février 1969 et il a des difficultés avec le général de Gaulle, puisqu'il s'est déclaré 2 fois quasiment prêt pour une élection présidentielle, ce que évidemment de Gaulle trouve insupportable. Il apprend la mort de son père le 4 février 1969. Et il est presque au dernier moment de cette mort. Et ensuite, il y a cette affaire avec De Gaulle, et 15 jours après, il dit « En 2 semaines, j'ai perdu 2 pères ». Et il fait cette confidence, ce jour-là, aux journalistes, d'une voix cassée. « Si mon père avait attendu 1 an de plus pour mourir, il aurait connu aujourd'hui le plus beau jour de sa vie. » J'en arrive à ma conclusion. Mais vous êtes tellement attentifs que je me demande si je ne vais pas continuer la conférence. Bon, mais enfin. On le comprend, Georges Pompidou est l'Albigeois. Alors, peut-être moins par les votes, parce que j'ai cherché la géographie électorale. Quand on voit les votes, notamment le vote présidentiel de 1969, il est clair qu'il fait, dans le Tarn et à Albi, moins que son résultat national. Il fait 50, alors que je ne dise pas de bêtises, 45, oui, si, il fait 1 point de plus que son résultat national, excusez-moi, 45%, au lieu de 44%. Oui, mais le Lot fait 49-50%. Et le Cantal, alors là, c'est 78%. Donc, vous voyez là, et excusez-moi de vous dire, mais c'est la création d'un môle pompidolien gaulliste qui n'est pas du tout dans le vote gaullien de 1965. Le vote gaullien, il est le Nord, la Bretagne et l'Alsace. En aucun cas le Midi, mis à part les votes catholiques de l'Aveyron, la Haute-Loire ou la Lozère, ou les Pyrénées occidentales. Mais sinon, on s'aperçoit que ça mord quelque peu sur le Tarn, ce vote pompidolien. Mais il ne choisit pas comme fief électoral le Tarn. Il choisit, vous le savez, en 65, il est maire de Cajarc, dans le Lot, et en vérité il est maire 3 minutes, il est élu, et puis surtout en 67, il a réfléchi 2 ans, il réfléchit à la 2e circonscription du Cantal, c'est-à-dire celle de Montboudy, c'est-à-dire celle de Saint-Flour-Massiac, l'est du Cantal, où là il fait 80%, enfin 60% en 1967, 80% en 1968 et 82% à l'élection présidentielle au second tour. Voilà. Alors il n'y a pas donc de fief électoral. Mais ces années albigeoises aussi ne sont pas revécues comme elles ont été revécues avec le Cantal. Sublimé, même politiquement. Alors,
Peut-être qu'il s'est senti à l'étroit dans sa jeunesse. Oui, mais il a cherché le bonheur ici. Et il a quelque peu trouvé. Et vous savez que le mot bonheur est très important chez Georges Pompidou. Et il l'a trouvé où? On l'a compris dans la réussite scolaire. Et il le dit, parce qu'il fait, le jour où il vient, l'éloge des professeurs de lycée, l'éloge de cet enseignement de qualité, avec des classes de petit effectif, avec des professeurs agrégés s'il en est, et puis pas seulement, avec il dit bien un raisonnement, une argumentation, des connaissances certes, mais une argumentation. Il fait tout. Le discours d'Albi est un discours d'éloge de professeur de lycée. Voilà. Il y a eu la politique, avec son père, un enseignement politique, dans une ville importante sur le plan politique. Et je pense vraiment à Paul Boncourt, en vous disant cela, et à Camboulive. Et puis, son ami, Pujol, c'est quand même impressionnant, cet ami qu'il rencontre en seconde, et qu'il va garder jusqu'en 1972, et peut-être même avant. Et enfin, les filles. Voilà. Je finirai par deux citations qui me semblent importantes. Celle du journaliste Moriès, qui a dit qu'il était un fils de l'Occitanie. Et Madame la fille, merci, de Jean-Louis Fieux, qui dit qu'il est plutôt tarnais qu'auvergnat. Je vous remercie de votre attention.